Salut tout le monde et bienvenue sur WeLike, la chaîne qui vous accompagne dans le monde passionnant des voitures électriques. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents éléments à prendre en compte pour ne pas être déçu de votre choix lors de l'achat de votre voiture électrique. C'est en quelque sorte un guide d'achat et je vous invite vivement à l'enregistrer pour l'avoir à portée de main. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la voiture électrique. Pensez bien à activer la petite cloche. C'est gratos et en plus ça aidera énormément la chaîne. Merci les gars, ça fait plaisir. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai croisé pas mal de personnes assez déçues de leur choix de leur voiture électrique. Alors soit déçues de la vitesse de recharge, soit de l'autonomie ou encore déçues de la consommation. Et je me suis rendu compte que c'est généralement dû à un manque de connaissances avant l'achat ou un manque de conseils et d'accompagnement en concession. Alors on le sait, les concessions ne sont pas toutes à l'aise avec les voitures électriques, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à y voir plus clair. Et justement pour ça, j'ai créé un programme d'accompagnement pour que vous puissiez maîtriser la voiture électrique et son écosystème. Cela s'appelle VO Formation. Passer à la voiture électrique vous intéresse, mais si je vous dis prise combo CCS, prise type 2, courbe de recharge, recharge AC, DC, SOH ou encore CHAdeMO et que ça ne vous parle pas, ce programme est fait pour vous. Vous aurez toutes les informations nécessaires à portée de main et ça vous évitera surtout de très longues heures de vidéos sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez bénéficier de 30% de réduction avec le code promo WeLike. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les caractéristiques techniques à prendre en compte lors de l'achat de votre voiture électrique. Alors cette vidéo n'est pas du tout axée sur les options, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et vous verrez, vous allez être surpris car dans la réalité, c'est-à-dire dans l'usage quotidien d'une voiture électrique, eh bien l'autonomie n'est pas le critère le plus important à prendre en compte. Ouais, et même si vous faites 400 km par jour, il ne faut pas regarder que l'autonomie. Alors à votre avis, quels sont-ils? Dites-moi en commentaire quels sont pour vous les critères les plus importants. Allez, c'est parti! Pour moi, les deux premiers points hyper importants à regarder sont les puissance de recharge. Lorsque vous achetez une voiture électrique, il y a deux types de recharge. Alors je ne vais pas rentrer dans des explications très détaillées et très techniques. Le but c'est que ça soit compréhensible par un enfant de 7 ans ou alors ma grand-mère de 90 ans. Donc désolé pour les puristes de la technique. Il y a donc deux recharges, les recharges lentes et les recharges rapides. Nous allons commencer par les recharges lentes, que l'on appelle également les recharges en courant alternatif ou encore les recharges AC pour Alternative Current. Elles se font à l'aide du connecteur type 2. C'est en gros le courant qui sort de nos prises domestiques. Les puissances en courant alternatif vont de 2,3 kW, c'est la puissance qu'on peut retrouver à domicile, jusqu'à 22 kW. C'est la puissance que l'on peut trouver sur les bornes de recharge publiques installées sur différents parkings. Il faut avoir à l'esprit qu'avec une voiture électrique, la batterie peut accepter différentes puissances. Pour schématiser la puissance que l'on exprime en kilowatts, c'est un peu comme s'il y avait différents débits à la pompe à essence. Alors pour les voitures thermiques, on s'en préoccupe pas du tout, car il n'y a pas vraiment de différence de débit. Il est donc important de connaître la puissance de recharge AC que votre future voiture électrique accepte. Il faut savoir que l'électricité stockée dans une batterie de voiture électrique est stockée en courant continu. Et c'est le chargeur embarqué ou convertisseur de la voiture qui va limiter la puissance acceptée par la batterie. Je vous mets un petit schéma pour vous aider à comprendre. Les voitures électriques acceptent généralement des puissances en AC, c'est-à-dire en recharge lente, allant de 7,4 kW à 11 kW. Vous pouvez prendre cependant en option la recharge AC en 22 kW pour environ 1500 ou 2000 € selon les constructeurs. Mais attention, tous ne le proposent pas. Alors pour être sûr que vous ayez bien compris, si votre véhicule accepte une puissance de 7,4 kW, que vous restez branché sur une borne délivrant 7,4 kW de puissance, en 1 heure, vous allez récupérer 7,4 kWh. Les kilowatts représentent une puissance et les kilowattheures une capacité. Si vous rechargez à domicile, une puissance de recharge en AC de 7,4 kW est largement suffisante. Mais si la majorité des recharges se fait en dehors de chez vous, parce que vous habitiez en immeuble, qu'il n'est pas possible de recharger à la maison ou au travail, eh bien prenez l'option en 22 kW. Vous pourrez récupérer environ 30% de batterie en 1 heure si votre batterie a une capacité de 60 kWh. Donc pour bien choisir la puissance de recharge en AC, évaluez bien vos besoins en recharge selon votre utilisation. Nous venons juste de voir la recharge lente ou recharge AC. Passons maintenant à la recharge rapide. Le deuxième type de recharge est la recharge rapide ou la recharge en courant continu, appelée recharge DC pour Direct Current. Pour les recharges en DC, le convertisseur est directement intégré à la borne et la recharge se fait via un connecteur combo CCS. Retenez que recharge lente, connecteur type 2, recharge rapide, connecteur combo CCS. Ce connecteur est systématiquement relié à la borne. Il est beaucoup plus gros que le type 2 utilisé par les recharges lentes. Les puissances des bornes de recharge rapide vont généralement de 50 kW à 300 kW. Ça envoie vraiment.
Et les recharges rapides se font généralement sur autoroute dans des stations de recharge, également appelées superchargeurs chez Tesla. Mais de plus en plus de stations de recharge rapide ouvrent en dehors des axes autoroutiers, comme par exemple avec le réseau Lidl, donc sur les parkings des supermarchés, ou encore le réseau Electra qui ouvre des stations de recharge rapide sur les parkings des hôtels. Pour les recharges rapides, recharger de 10 à 80% se fait généralement entre 20 et 30 minutes. Et cela va dépendre de la puissance acceptée par votre véhicule. Et toutes les voitures électriques n'acceptent pas la même puissance de recharge rapide. C'est donc un élément à prendre en compte si vous faites régulièrement de l'autoroute ou non. Encore une fois, définissez bien vos usages. Donc si vous faites rarement de l'autoroute, une puissance de recharge de 100 kW est largement suffisante pour des usages occasionnels. Par contre, si vous en faites régulièrement, prenez un véhicule disposant à minima de 130 kW de puissance. Bon à savoir, si votre véhicule dispose d'une puissance de recharge maximum de 150 kW, vous pouvez très bien vous brancher sur une borne de recharge rapide délivrant 300 kW. Mais la voiture n'acceptera pas la puissance au-delà des 150 kW. Autre élément à prendre en compte et qui n'est jamais, mais alors jamais communiqué par les constructeurs, c'est la courbe de recharge. Pour moi, la courbe de recharge, c'est limite plus important que les puissances de recharge en elles-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que lorsque vous rechargez votre voiture électrique en courant continu, c'est-à-dire lors des recharges rapides, la puissance acceptée par votre batterie n'est pas linéaire. Pour que vous compreniez bien le principe de la courbe de recharge, imaginez que vous devez remplir une bouteille d'eau le plus vite possible sans la faire déborder. Vous allez commencer par ouvrir le robinet à fond, un gros débit va arriver et ensuite vous allez venir réduire ce débit jusqu'à arriver en haut pour ne pas faire déborder la bouteille. Et bien pour la recharge rapide, c'est le même principe. Plus vous arrivez sur une borne de recharge bas en pourcentage, plus vous serez proche de votre puissance maximale acceptée. Sachant que la puissance maximale acceptée par le véhicule reste un pic de recharge, la courbe n'est pas linéaire. Voici un schéma montrant une courbe de recharge en courant alternatif et en courant continu. Lors des recharges lentes, c'est-à-dire en courant alternatif, la courbe de recharge est plutôt linéaire et va ralentir après 90%. Pour les recharges rapides, vous pouvez voir que le pic de recharge est atteint vers 20% de batterie et que la puissance va venir diminuer progressivement jusqu'à complètement chuter après 80%. C'est pour ça qu'il est important sur autoroute de recharger son véhicule entre 10 et 80%. Recharger de 80 à 100% vous prendra à peu près le même temps que faire 10 à 80%. Il n'y a donc aucun intérêt de recharger sa voiture électrique sur autoroute jusqu'à 100%, à part doubler votre temps de recharge, c'est tout. Maintenant que vous maîtrisez le principe, où peut-on trouver les informations des courbes de recharge? Alors moi j'utilise régulièrement l'application Fastned, je la trouve vraiment très bien faite. Vous avez simplement à saisir votre véhicule dans l'application et vous aurez accès aux informations. Vous pouvez également les consulter sur le site d'Automobile Propre. Alors les informations restent à titre indicatif, mais ça donne une bonne idée de si la batterie est performante ou non lors des recharges rapides. Mais pourquoi est-ce que la courbe de recharge est très importante à connaître? En fait, là où je veux en venir, c'est qu'il vaut mieux avoir une puissance de recharge plus faible, c'est-à-dire 130 kW par exemple, mais avec une très bonne courbe de recharge, qu'avoir une puissance de 170 kW de puissance, donc plus forte, mais avec une courbe qui s'effondre rapidement. Après les puissances de recharge en AC, en DC et la courbe de recharge, il faut regarder la consommation. Vous pouvez très bien avoir une voiture électrique avec une énorme batterie de 100 kWh qui au passage demande beaucoup de matières premières, qui pèse lourd sur le poids et sur la facture, mais si sa consommation est la même qu'un Charles Leclerc, c'est-à-dire au-delà des 25 kWh au 100, votre autonomie sera la même qu'une voiture disposant d'une batterie de 60 kWh avec une consommation de 15 kWh. Les voitures de type tank qui n'ont aucun aérodynamisme vont donc consommer énormément. Elles vont également réduire votre autonomie et vous coûter plus cher en recharge. Si vous voulez donc de l'autonomie en voiture, privilégiez les voitures avec un aérodynamisme travaillé, comme par exemple la Tesla Model 3, la Model Y, la Hyundai Ioniq 28, la Ioniq 6, les Mercedes EQE, EQS, etc. Alors petit conseil qui a été souvent vérifié, les plateformes de voitures qui sont utilisées pour les thermiques et pour les électriques, type 3008 DS3 par exemple, ne disposent pas du meilleur aérodynamisme. L'idéal est d'avoir une voiture électrique pensée à la base comme une électrique. C'est pour ça par exemple que Renault a développé sa gamme E-Tech, Hyundai sa gamme Ioniq ou encore Volkswagen avec sa gamme ID. Donc vous l'aurez compris, plus la voiture est efficiente, plus sa consommation sera basse et donc la voiture aura une meilleure autonomie. Et justement, l'autonomie, venons-y. Ah, l'autonomie des voitures électriques. Sujet qui revient systématiquement sur le tapis. C'est vraiment la bête noire des voitures électriques. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que l'autonomie, c'est un problème pour les personnes qui ne roulent pas en électrique. Tous ceux que je connais dans mon entourage et qui ont une voiture électrique ne se plaignent jamais d'une autonomie insuffisante. Mais pourquoi? Parce que déjà, en France, la moyenne parcourue par Français pour aller au travail et par jour est de 50 km. Donc aujourd'hui, n'importe quelle voiture électrique peut faire 50 km
par jour. Ensuite, il faut choisir sa voiture en fonction des 95% des besoins qu'elle comble et pas se focaliser sur les 5% restants qui sont généralement les longs trajets pour les vacances. N'oubliez pas que ça représente seulement en moyenne 5 semaines par an et qu'avec une voiture électrique adaptée, les longs trajets ne sont pas un problème. J'en suis la preuve, avec la chaîne EV, nous avons traversé l'Europe du Portugal jusqu'à la Norvège, soit 5665 km avec comme seul arrêt les recharges. Et bien je peux vous dire que c'est pas la Hyundai Ioniq 6 qui nous a freinés, mais plutôt nos limites physiques, fatigue, envie pressante, surtout pour lycée, la faim, etc. Donc choisissez bien une voiture qui correspond à vos besoins quotidiens en termes d'autonomie. Une petite autonomie peut être largement comblée par une recharge rapide lors de vos trajets sur autoroute. Personnellement, je suis de la team petite batterie, recharge rapide. Et vous? Je précise que l'autonomie en voiture électrique est à prendre avec des pincettes, car en réalité, vous avez 3 autonomies. Une pour la ville, une pour le cycle mixte, qui est généralement celle de la norme WLTP annoncée par les constructeurs, et une autonomie sur autoroute. En ville, l'autonomie est généralement meilleure que ce qu'annonce le constructeur. En cycle mixte, vous serez proche de la réalité, à part en hiver où le froid fait chuter l'autonomie de 20 à 30%, et sur autoroute, du fait qu'il y a rarement de phase de freinage et où la vitesse est élevée, l'autonomie peut baisser de 40 à 50%. Prenons les chiffres de la chaîne EV sur la Mégane E-Tech. Alex et JC font des tests de consommation sur les voitures électriques et ils rassemblent toutes les données dans un tableau. Je vous mets le lien en description. L'autonomie annoncée par le constructeur est de 450 km. Dans la réalité, en ville, vous aurez 517 km, en mixte 426 et sur autoroute 324 km. L'autonomie de la Mégane varie donc de 324 km à 517 km. Lors de votre achat, je vous invite vivement à consulter le tableau de la chaîne EV, c'est vraiment une mine d'informations. Donc pour conclure cette vidéo, pour choisir votre voiture électrique, commencez par bien définir vos usages quotidiens. Une fois que c'est fait, vous avez identifié les puissances de recharge AC et DC dont vous avez besoin. En parallèle, si vous faites beaucoup d'autoroutes, regardez la courbe de recharge. Ensuite, vérifiez la consommation et en dernier point, l'autonomie. Si déjà vous faites ça, vous aurez de très bonnes bases pour ne pas vous tromper sur les caractéristiques techniques dont vous avez besoin. Ensuite, il existe d'autres options pouvant faciliter le confort à bord, optimiser les puissances de recharge et améliorer l'autonomie. Et tout ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt sur We Like. Peace!